D'abord, merci beaucoup pour votre présence sur un sujet que je crois d'importance et puis aussi autour d'une œuvre que je crois extrêmement essentielle, qui est celle de Rabbi Sacks. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, c'était l'ancien grand rabbin d'Angleterre, mais aussi un auteur prolifique en matière philosophique. Il a écrit beaucoup d'ouvrages, il a étudié à Cambridge, il a aussi enseigné à l'université. Et je crois qu'il est profondément le symbole d'un judaïsme dans la cité. C'est-à-dire d'un judaïsme qui est ferme sur ses traditions, qui fait 3 prières par jour, qui mange kasher, mais qui considère qu'il y a une dignité dans les sciences humaines et que surtout il y a une importance à faire dialoguer ces deux mondes. Et comme l'a rappelé Liliane tout à l'heure, c'est quelqu'un qui était en permanence en dialogue avec des économistes, des historiens, des philosophes. Et donc je suis très heureux ce soir, je remercie beaucoup l'association d'avoir organisé cet événement et d'avoir pu découvrir qu'il y avait d'autres personnes en France qui connaissaient cette œuvre qui malheureusement est surtout anglophone, qui a été assez peu traduite. Et donc j'espère que la conférence de ce soir permettra de diffuser son œuvre. En 2013, avant un vol en destination du Cap, Justine Sacco, qui est une directrice de la communication dans une entreprise américaine, a fait la terrible erreur de faire un tweet. Et le tweet disait la chose suivante, je cite: « Je vais en Afrique. Oh, j'espère ne pas attraper le sida. Je blague, je suis blanche. » Qu'est-ce qu'on se marre. Tweet qui, d'évidence, était raciste, mais qui en réalité avait précisément pour but de se moquer des Américains qui ont beaucoup de clichés sur la vie en Afrique. Et donc, qui voulaient tourner en dérision certains réflexes, certaines réflexions que pouvaient avoir les Américains. Malheureusement, son intention n'a pas du tout été comprise par le public, puisque le temps qu'elle prenne son vol, qui a duré 11 heures, eh bien, Justine Sacco a été la risée de Twitter. Son tweet a été le plus commenté de l'ensemble de la plateforme. Des stars ont commencé à se mêler de l'affaire. Et au final, Justine Sacco a été renvoyée de son entreprise. En juin 2020, David Shore, qui était analyste de données dans une entreprise consultant, a fait l'erreur lui aussi de tweeter. Il a tweeté le résumé d'une étude qui a été publiée dans une grande revue de sciences politiques. Et cette étude de sciences politiques affirmait que lors du mouvement des droits pour les Noirs américains dans les années 60, eh bien, cette étude affirmait que les manifestations qui avaient été non violentes avaient eu plus de résultats et de répercussions politiques que celles qui ont été violentes. Bon, eh bien, la conclusion de cette étude n'a pas plu à beaucoup de militants qui n'ont pas été satisfaits de cette conclusion, qui en ont voulu à David Shore de l'avoir tweeté, et de la même façon, David Shore a été licencié de son emploi après la pression du public. Ces quelques cas, loin d'être exhaustifs, démontrent qu'il y a, je trouve, un mouvement, une dynamique d'effacement, d'annulation des personnes dans le débat public. Et non seulement il y a ce mouvement dans le débat public, c'est-à-dire quand on regarde telle personne qui a une déclaration offensante et qui se fait effacer, mais c'est aussi un mouvement qui est rétrospectif, c'est-à-dire qui s'intéresse, qui s'attaque à l'histoire, au passé. Et c'est ainsi qu'on observe que sur beaucoup de campus américains, il y a une demande de plus en plus forte de ne plus étudier certains auteurs, de déboulonner certaines statues, ou encore cet article qui a fait polémique du New York Times, qui s'interrogeait de la façon suivante: faut-il effacer Aristote? Parce que Aristote, du fait de son époque, a soutenu l'esclavage. Et donc, il fallait effacer Aristote. Vous l'aurez compris, ce soir, je voudrais étudier en compagnie de Pierre Vespirini, qui a écrit un très bon ouvrage sur la question. Je voudrais m'intéresser au phénomène de la cancel culture. Alors pour tous se mettre d'accord et pour qu'on soit toujours dans cette démarche de pédagogie qui était celle de Rabbi Sacks, je
je voudrais reprendre une définition commune sur laquelle on va se mettre d'accord de la cancel culture. Et je vais la reprendre auprès de Laetitia Strauch-Bonnard, qui est essayiste et rédactrice au journal de l'Express, et qui définit donc la cancel culture de la façon suivante. La cancel culture désigne une attaque collective réussie, souvent sur les réseaux sociaux, contre la réputation ou l'emploi d'une personne dont les opinions ou les actions sont considérées comme offensantes. Et cette définition, qui se concentre beaucoup plus sur l'aspect débat public, elle concerne aussi le rapport à l'histoire, comme je viens de le dire, avec la volonté de déboulonner les statuts, d'empêcher l'étude de certains auteurs. Et donc je voudrais vous proposer ce soir ce qu'on pourrait appeler une analyse juive sur le sujet. Pourquoi ? Vous n'êtes pas sans savoir que la conférence de ce soir s'inscrit dans un cycle de conférences mensuelles autour d'un ouvrage de Rabbi Sachs qui s'appelle « Soigner un monde fracturé » et qui est un livre qui essaye de poser le judaïsme comme un système qui place une infinie responsabilité sur l'homme. Responsabilité en matière de justice, responsabilité en matière de charité, responsabilité en matière du souci de l'autre et de l'ensemble de la société. Or, qui dit responsabilité, dit liberté. Il n'y a pas de responsabilité sans avoir la liberté d'agir. La liberté d'agir implique le fait aussi de mal agir, puisque la liberté, c'est soit faire le bien, soit faire le mal, avoir le choix entre les deux. Or, donc, puisque la liberté implique le mal et que l'homme, du fait de sa nature, est un être faillible, eh bien, l'homme, inévitablement, va être amené à commettre des erreurs, à faire des fautes, à se tromper. Et donc, dit Rabbi Sachs, il y a un risque avec la responsabilité, donc la liberté, c'est que l'homme, commettant des fautes, eh bien, soit en permanence, tout au long de sa vie, enfermé dans ses erreurs du passé, sans qu'il n'y ait de mécanisme qui lui permette d'échapper à ces erreurs passées. Et c'est pour ça que Rabbi Sachs dit qu'avec la liberté et la responsabilité, il y a une idée très importante, matricielle dans le judaïsme. Un, c'est celle de pénitence, c'est-à-dire le fait de reconnaître ses erreurs et d'agir de telle façon pour changer ses actions. Et deux, le pardon. Le pardon joue dans le judaïsme ce mécanisme de soupape de sécurité qui est à même d'empêcher l'homme de tomber dans la tragédie, c'est-à-dire d'être condamné dans son passé. Et donc le pardon, en ce sens, joue un rôle très important en matière de liberté, puisque l'homme, grâce au pardon, est libre de ses déterminations passées. Eh bien, je crois précisément que la cancel culture interroge la place du pardon et la place de la faute dans notre société, où dès qu'il y a une parole jugée offensante, eh bien, tout d'abord, il y a ce procédé qui vise à dire que la faute colle à la personne, c'est une faute qui n'est pas excusable, qui n'est pas pardonnable, et qui rentre dans une dynamique de non-pardon. Et puis deuxièmement, qui pour punir la faute, emploie un procédé d'ostracisme, un procédé d'exclusion. Et donc ce soir, ce que je voudrais proposer, c'est comment pourrait-on avoir une pensée juive sur la question, sur cette problématique. Et je voudrais donc vous proposer ce soir l'étude de 3 textes qui permettront justement d'aborder l'ensemble de ces questions. De voir quel est le rapport du judaïsme à la responsabilité, à la faute et à la réparation de ces fautes. Et j'espère donc que tous ces éléments permettront d'avoir, et je tiens à le souligner, d'avoir une réflexion nuancée sur la matière, parce que le débat public, lorsqu'il s'attaque à cette question, malheureusement, on dit souvent c'est des gauchistes woke qui font de la cancel culture, sans réaliser qu'en fait les procédés d'ostracisme concernent l'ensemble des camps politiques, qui ne concernent pas qu'un seul camp, et qui tombent souvent dans pas mal d'outrances, de caricatures qui ne permettent pas d'avancer dans le débat. Je propose donc de commencer avec le premier texte qui concerne la consommation du fruit de la connaissance du bien et du mal au tout début de la Genèse. Alors un peu de contexte,
parce que toujours ce souci de pédagogie, de resituer les textes qu'on va aborder ce soir. Nous sommes donc au tout début du livre de la Genèse. Il y a eu la création du monde, la création de l'univers, les planètes, la nature, les animaux, l'homme. L'homme est placé dans le jardin d'Éden. Il a pour mission de cultiver la terre, de remplir la terre. Et il a cet interdit, formulé par Dieu, de consommer le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et alors on va se poser une question, entre autres avec Maïmonide, qui est un des plus grands sages de notre tradition. C'est que on nous parle du fruit de la connaissance du bien et du mal. Qui dit fruit de la connaissance du bien et du mal signifie que sans la consommation de ce fruit, eh bien, l'homme, a priori, ne connaît pas la différence entre le bien et le mal. Puisqu'il y a un fruit dédié à cette connaissance-là. Ce qui signifie donc, en d'autres termes, que sans la consommation de ce fruit, l'homme, dans une perspective adamique, dans le jardin d'Éden, ne possédait pas le libre arbitre. Donc, avant la consommation de ce fruit, l'homme, a priori, ne semble pas posséder de liberté quelconque. Seulement, voilà, ça pose un problème. C'est que le texte nous montre clairement le contraire. Il nous montre le contraire à deux niveaux. D'abord parce que le texte nous dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Alors, grande question qui va être posée, qu'est-ce que ça signifie à l'image de Dieu? Dieu, dans le judaïsme, n'a pas de corporalité. En tout cas, c'est une acceptation qu'on a depuis Maïmonide pour sûr, avant ça existait, mais c'est Maïmonide qui va entériner cette vision. Il n'y a pas de corporalité de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie donc de dire que l'homme est créé à l'image de Dieu puisque Dieu n'a pas d'image? Alors, il y a beaucoup d'interprétations, je voudrais m'attacher à une ce soir. Puisque Dieu est libre, l'homme créé à l'image de Dieu, c'est un homme qui est doté de liberté. La spécificité de l'homme dans l'économie du monde, c'est que l'homme dispose de la liberté. Donc, on nous signifie bien d'emblée, dès la création de l'homme, qu'il disposait du libre arbitre. Il n'y a pas besoin de la consommation du fruit de la connaissance du bien et du mal. Et puis, deuxième point, au moment de le placer dans le jardin d'Éden, Dieu va donner cet ordre-là. Croissez et multipliez, remplissez la terre et soumettez-la. L'arbre de la science du bien et du mal, tu n'en mangeras point. Bon, problème. On ne peut donner un ordre que pour empêcher quelqu'un qui ait la liberté de contrevenir à l'ordre. Si j'interdis à un enfant de manger le paquet de bonbons qui est rangé dans la cuisine, c'est que potentiellement cet enfant a la liberté de pouvoir manger le bonbon. Donc à partir du moment où il y a l'émission d'un ordre de la part de Dieu envers l'homme, c'est que l'homme a la capacité de dire non, de refuser, de désobéir. Donc ces deux éléments-là nous signifient qu'avant la consommation du fruit du bien et du mal, l'homme disposait de la liberté. Donc question qui va être posée à Maïmonide et qui va essayer de répondre, c'est puisque l'homme avait déjà la liberté, qu'est-ce que vient apporter le fruit de la connaissance du bien et du mal? Alors Maïmonide va différencier en deux étapes. Il dit qu'avant la consommation du fruit du bien et du mal, l'homme connaissait la différence, dit-il, entre le vrai et le faux. Et après la consommation du fruit du bien et du mal, l'homme disposait, dit-il, des choses qui étaient convenues. Pour le dire plus simplement, des conventions sociales. On est donc passé de l'état du vrai-faux aux conventions sociales. Bon, question, qu'est-ce que ça veut dire? Non, parce que moi, je sais pas vous, mais on me dit, là, est passé de la connaissance du vrai-faux aux conventions sociales. C'est-à-dire quoi? Que quand ensuite Dieu dira « tu ne tueras point », c'est quoi? C'est une convention sociale? Tu ne mentiras point, tu ne voleras point, c'est une convention sociale? Bon, il est évident que non. Et il y a un autre détail qui va encore plus nous embrouiller ce soir, c'est que il y a un élément qui nous signifie dans le texte qu'il y a bien un changement d'état dans le comportement de l'homme avant la consommation et après la consommation. C'est qu'avant la consommation, on nous dit que l'homme était nu et il n'avait point honte.
Et après la consommation du fruit, ils réalisent leur nudité, ils se couvrent avec des feuilles de palmier. Et donc, on se pose la question de savoir, mais quel est le rapport entre la nudité, la découverte de la nudité, la prise en compte de la nudité, avec ce passage d'un état de la connaissance qui est celle des conventions sociales. Bon, alors je vous ai bien embrouillé l'esprit, j'espère. Maintenant, on va essayer de démêler l'ensemble de cette problématique. Mais avant de démêler, il faut passer par une autre étape, et Rabbi Sachs se propose d'abord de nous raconter une histoire. Nous sommes durant la Seconde Guerre mondiale, juste après l'attaque de Pearl Harbor. Les Américains sont sur le point d'attaquer le Japon. Seulement, voilà, il y a un problème. C'est que les Américains, les dirigeants de l'armée américaine, ils ne comprennent rien, absolument rien, à la culture japonaise. Ils ne comprennent ni les codes, ni les mœurs, ni les conventions, ils ne comprennent rien. C'est problématique quand on veut faire la guerre à un adversaire, c'est quand même un avantage de pouvoir connaître ses codes. Et donc les dirigeants de l'armée américaine vont avoir une idée. Ils vont décider d'employer une sociologue du nom de Ruth Benedict. Ils vont la missionner. Ils vont lui dire, vous allez aller au Japon, vous allez regarder comment est construite la société japonaise, quels sont les mœurs, les codes sociaux, et vous allez nous expliquer. Ben, c'est ce qu'elle a fait. Et à la fin de la guerre, elle a publié un ouvrage majeur dans son domaine, vous m'excuserez pour l'accent anglais, mais qui s'appelle The Chrysanthemum and the Sword. Le chrysanthème et le sabre. Qui est... le sabre. Et donc, qui est un ouvrage qui propose, pour comprendre la société japonaise, de comprendre la différence entre deux types de sociétés. Elle dit qu'il y a deux types de culture dans le monde. Il y a d'abord ce qu'elle appelle la culture de la honte. Elle dit que la culture de la honte, c'est une culture dont la valeur centrale, c'est l'honneur. Qu'est-ce que l'honneur? C'est la façon dont vous êtes perçu par les autres au sein de la hiérarchie sociale. Votre rang au sein de la société. Elle oppose à un autre type de culture qui s'appelle la culture de la culpabilité. Quelle est la valeur centrale de la culture de la culpabilité, dit-elle? C'est la droiture, la vertu, le fait de faire reposer son action morale sur des principes éthiques très forts. Et alors, il y a deux différences, c'est que l'une va faire primer ce qu'elle appelle la honte et l'autre la culpabilité. Quelle est la différence entre les deux? La honte, dit-elle, c'est le sentiment qu'on ressent lorsque on a été pris en flagrant délit de faute par autrui. Lorsque les autres nous observent, nous regardent, nous voient en état de faute, le sentiment qu'on va ressentir de façon instinctive et naturelle, c'est la honte. De l'autre côté, il y a la culpabilité. Qu'est-ce que la culpabilité? C'est le sentiment qu'on va ressentir non pas quand on est pris en flagrant délit par les autres en train de fauter, mais lorsque son comportement est en inadéquation avec sa propre conscience. Lorsque je réalise que j'ai commis une action mauvaise, même si personne ne m'a observé, le sentiment que je vais ressentir, c'est de la culpabilité. Et alors, un des maîtres de Rabbi Sachs, qui s'appelait Bernard Williams, qui était un des plus grands philosophes du domaine de la philosophie morale au XXe siècle dans le monde anglo-saxon, Bernard Williams disait, pour approfondir la différence qu'il y a entre ces deux types de cultures, il disait que ces deux cultures jouaient sur deux types de sens différents. La culture de la honte, puisque c'est quelque chose qui repose sur le regard des autres, le sentiment de honte repose sur le regard des autres, eh bien, la honte est liée aux yeux, au visuel, au sens de la vue. La culpabilité, ne reposant pas sur le regard des autres, mais sur sa propre conscience, le sens primordial au sein d'une culture de la culpabilité, c'est l'ouïe. L'ouïe parce que c'est la voix
de sa conscience, la capacité à écouter la voix de sa conscience. Et donc il y a deux réactions différentes entre ces deux types de culture. C'est que la honte, pour y échapper, puisque c'est le regard des autres qui nous fait ressentir le sentiment de honte, pour échapper à la honte, il faut être invisible. Il faut disparaître de la société. Il faut s'effacer, s'annuler. Tandis que la culpabilité, quelque part, vous ne pouvez pas y échapper. Parce que c'est la voix de votre conscience. Et on ne peut pas échapper à la voix de sa conscience. On peut au mieux la contredire. Mais elle se rappellera toujours à notre bon souvenir. Bon, et là, en fait, c'est à partir de là qu'on va pouvoir démêler notre puzzle. Dans le texte, on nous dit la chose suivante. Le serpent, quand il parle à Ève, il dit que à partir du moment où ils mangeront le fruit de la connaissance du bien et du mal, vos yeux, c'est en gras, vos yeux seront des îles. Ensuite, quand la femme regarde l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal, il y a marqué qu'il était attrayant à la vue. Et enfin, une fois qu'ils ont mangé, leurs yeux à tous deux se désirèrent et ils connurent qu'ils étaient nus. Toute la construction de la faute va être basée sur le comportement moral qui se fixe sur la vue. C'est l'attrayance du fruit qui va amener à la faute. Alors quelle va être la réaction d'Adam et Ève une fois qu'ils ont consommé du fruit la connaissance du bien et du mal? Le réflexe instinctif, c'est de se cacher. Bien marqué, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, parcourant le jardin du côté d'où vient le jour. L'homme et sa compagne se cachèrent de la face de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. On voit ici la construction d'une culture de la honte. Une culture où on essaye d'échapper à la faute en se cachant. Ou en gros, l'axiome, on peut dire le principe fondateur de cette culture, c'est pas vu, pas pris. Là, c'est pareil, ils ont fauté, et pour tenter d'échapper au regard de Dieu qui va les sermonner, eh ben on va se cacher. Et c'est là que le texte dit la chose suivante. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Ce texte est une critique de la culture de la honte. Et de dire que, certes, on peut se cacher de ses fautes vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de l'ordre de Dieu qui a été intériorisé dans la conscience, donc la voix de la conscience, on ne peut pas échapper. Et c'est là toute la différence qui va être appuyée par le texte, c'est que le début de la Genèse, alors juste pour conclure sur Maïmonide, il disait donc qu'on est passé d'une connaissance, avant la consommation du fruit du bien, de la connaissance du bien et du mal, la connaissance entre le vrai et le faux, on est passé aux conventions sociales, dit-il. C'est exactement ça. La faute est née du fait qu'ils ont basé leur axiome sur la vue, et que pour essayer d'échapper à la faute, ils se sont cachés. C'est typique des conventions sociales. Les conventions sociales reposent pour partie sur le regard que nous nous portons tous les uns les autres. Et comment on se juge, on observe si chacun respecte les règles. Et donc, pour échapper au regard des autres, se sont cachés. Et donc, ce texte de la Genèse nous présente la naissance d'une culture de la culpabilité. C'est écrit littéralement dans la suite. L'homme a dit « J'ai entendu ta voix et oui, j'ai entendu ta voix et j'ai eu honte. » Absolument. Donc, ce texte présente la naissance du judaïsme en tant que culture de la culpabilité. Maintenant, ceci étant posé, on va poursuivre avec les implications de ce qu'est une culture de la culpabilité. Parce que les implications, c'est pas seulement la naissance d'une moralité qui repose sur la conscience, qui repose sur la voix intérieure, opposée à la honte, c'est-à-dire le regard d'autrui, les conventions sociales. Il va y avoir une conséquence en matière du rapport à la faute et à la réparation de la faute. Je vous propose donc de passer au deuxième texte. On est un peu plus loin dans le livre de la Genèse,
au moment de la retrouvaille de Joseph et ses frères. Alors, pour mettre un peu de contexte, pour ceux qui ne sont pas versés dans l'histoire biblique, après Adam et Ève, donc on a Caïn et Abel, Noé, l'arche de Noé, le déluge. Du déluge émergera la tour de Babel. À Babel, il y aura Abraham, le premier des patriarches, Isaac, le deuxième, Jacob, le troisième, et Jacob va engendrer Joseph et ses frères. Joseph va être vendu par ses frères en tant qu'esclave. Il va être vendu en tant qu'esclave parce que ses frères ne vont pas supporter le traitement préférentiel de leur père à son égard. Joseph était le fils préféré de Jacob et ils vont en ressentir une jalousie incommensurable qui aboutira d'abord à ce qu'ils vont tenter de le tuer, puis un des frères, voulant le sauver, les convainc de juste le vendre en esclave, ce qu'ils vont faire, ce que Judas, un des frères, va faire, va initier. Il finira donc en Égypte, et les circonstances qui ne nous regarderont pas ce soir, parce que le temps nous oblige, eh bien, il finira vice-roi d'Égypte. Les années passant, les frères de Joseph vivent avec leur père dans la terre de Canaan. Joseph est vice-roi d'Égypte, et une famine va s'abattre en Égypte et sur la terre de Canaan, sur une grande partie de la Mésopotamie donc. Les frères de Joseph vont donc aller en Égypte pour tenter de trouver des vivres. Et en arrivant sur place, Joseph va les reconnaître. Eux ne le reconnaîtront pas, mais Joseph va reconnaître ses frères. Il ne va pas se dévoiler dans un premier temps. Il va se cacher et il va leur faire vivre quelques turpitudes. Je reviendrai sur le détail après, mais il va leur faire subir quelques épreuves. Et à la fin, il va se révéler à eux. Et dans sa révélation, il va dire « Je suis Joseph, ne vous affligez point, ne soyez pas irrités contre vous-même de m'avoir vendu pour ce pays, car c'est pour le salut que le Seigneur m'a envoyé avant vous. » etc. En gros, il va essayer de les déculpabiliser. Et alors, nous dit Rabbi Sacks, c'est la première occurrence dans le texte biblique de la notion de pardon. Alors, dans la tradition rabbinique, c'est dans l'interprétation par les rabbins, il y a des occurrences préalables au pardon, avant cette rencontre entre Joseph et ses frères, mais si on prend vraiment le sens littéral, le texte écrit en soi, c'est la première occurrence du pardon. Alors Rabbi Sacks va citer un auteur qui s'appelle David Constant. C'est un philosophe, et David Constant a écrit un livre sur l'histoire du pardon. Et alors ce que va dire David Constant sur le pardon, c'est que ça n'est pas une notion universelle. Toutes les sociétés n'ont pas connu la notion de pardon. Et il va citer en exemple la civilisation grecque. David Constant estime que la Grèce ne connaît pas la notion de pardon. Il y a le mot sugnome, je ne sais pas si ça se prononce comme ça en grec, mais qui va souvent être traduit par pardon, mais qui dans son sens profond, dit David Constant, ça n'est pas le pardon. C'est, on pourrait dire, l'absolution, l'apaisement de la colère de la personne qu'on a froissée. Mais ça n'est pas le pardon au sens où on oublie les actes, les fautes qui ont été commises. Et alors David Constant va dire la chose suivante. Le premier texte civilisationnel à introduire dans le monde la notion de pardon, c'est la rencontre entre Joseph et ses frères. Bon, alors c'est très intéressant sur un point historique, mais la grande question, c'est pourquoi ? Quel est le contexte théologique, culturel, religieux qui ont permis l'émergence du pardon au sein du judaïsme? Et c'est donc là qu'on va aborder la deuxième différence entre une culture de la culpabilité et une culture de la honte. La culture de la honte est une culture qui ne fait pas la différence entre la personne et la faute. Quelqu'un qui commet une faute, elle se confond avec sa faute. Il n'y a pas de différence entre eux. C'est comme si je vous disais, votre personne, votre corps est souillé par la faute. C'est comme une tache indélébile qui s'accroche à vous. Ça, c'est dans la culture de la honte. Mais dans la culture de la culpabilité, c'est l'exact inverse. Il y a un abysse entre le fauteur et la faute. C'est cette phrase qu'on connaît tous, je crois, haïs la faute, pas le fauteur.
Et donc, il y a une différence radicale pour réparer sa faute dans ces deux cultures. C'est que dans une culture de la honte, puisque la faute s'attache au corps de la personne, eh ben, c'est votre personne qui doit se rabaisser, qui doit s'humilier, qui doit s'annuler, parce que vous faites corps avec votre faute. Dans une culture de la culpabilité, ça n'est pas le cas. Puisque ce sont les actes et non pas la personne qui sont problématiques, eh bien, pour réparer sa faute, il faut changer ses actes. Et c'est là que le pardon peut naître. Et je vous parlais juste avant de Joseph qui va faire subir à ses frères des épreuves. Alors on n'a pas le temps de le voir là, donc je vous le résume, mais les épreuves que va faire subir Joseph à ses frères, c'est qu'il va leur apprendre comment demander pardon. Et pour cela, il va reproduire la scène de la vente qu'il a subie en tant qu'esclave, il va la reproduire avec leur plus jeune frère qui s'appelle Benjamin. Il va reproduire la même scène. Et les frères qui vivent avec le poids de la culpabilité depuis toutes ces années, ils vont comprendre, alors, sans identifier que c'est Joseph qui fait subir ça, mais ils vont comprendre qu'ils sont fautifs. Donc il y a un premier verset, ils reconnaissent qu'ils ont fauté. Et un deuxième verset, ils confessent. Et puis à la fin des fins, Judas, qui a été celui qui a initié la vente de Joseph, c'est lui qui va se proposer d'être transformé en esclave à la place de Benjamin. Ils reconnaissent, ils confessent, ils changent leurs actes. Et à partir de là, le pardon peut apparaître. Le pardon peut émerger. Et c'est là où je voudrais terminer juste avec la première partie de mon intervention. La deuxième sera plus courte. Mais cette première partie visait donc de présenter le rapport du judaïsme à la faute, au pardon, et de dire que la moralité ne repose donc pas sur les conventions sociales, le regard d'autrui, mais sur les principes moraux sur lesquels sont basées notre action. Et que dans le judaïsme, il y a une différence radicale entre la faute et le fauteur. Et me semble-t-il que tous ces éléments-là, dans un premier temps, je nuancerai après, mais dans un premier temps, nous permettent d'énoncer plutôt une attitude négative vis-à-vis de la cancel culture. Puisque à travers les exemples qu'on a donnés en introduction, la cancel culture, c'est justement le retour à une culture de la honte. Où une personne qui faute, c'est tellement grave que la faute lui attache au corps, et comme elle lui attache au corps, ce qu'on réclame de cette personne, c'est le lynchage, l'annulation, l'effacement. Et donc en ce sens-là, la culture de la honte n'est pas une culture qui est comprise dans le judaïsme. Donc, dans un premier temps, on pourrait conclure donc qu'il y a plutôt une inimitié entre la cancel culture et le judaïsme. Je voudrais nuancer avec le troisième texte. Le troisième texte qui porte, on est beaucoup plus tard, on est dans le livre du Lévitique, on est après la sortie d'Égypte, et qui concerne un phénomène que la Torah appelle la tsaraat. Alors je vous passe le détail, mais la tsaraat donc, est décrite comme un phénomène d'une tache blanche qui apparaît d'abord sur les murs d'une personne, puis sur ses mobiliers, puis sur ses vêtements, et enfin sur son corps. Alors les sages de la tradition, les rabbins, ils vont essayer de comprendre, parce que le texte ne le dit pas explicitement au départ, mais que vient faire la tsaraat? Qu'est-ce qu'elle vient punir? Alors les sages vont dire que la tsaraat punit ce qu'on appelle la médisance. Alors précisons que la médisance, ça n'est pas... comment dire? Ce n'est pas des rumeurs que vous portez sur quelqu'un, ce n'est pas calomnier. Voilà. La médisance n'est pas la calomnie. La médisance dans la loi juive, c'est le fait de rapporter un fait qui est vrai sur quelqu'un. Un tel est radin, un tel parle trop, un tel ci, un tel ça. Mais c'est un fait négatif que vous rapportez. Donc la médisance, voilà, c'est un fait qui est vrai, mais qui est négatif sur votre prochain. Et donc, les sages disent que ce phénomène de tsaraat venait pour punir la personne qui était coupable de médisance. Alors je viens de vous dire que non seulement il y avait donc une tache blanche qui se diffusait, à la fin des fins se mettait sur la personne, sur le corps lui-même de la personne,
Mais en plus, le texte, je crois que je vous rapporte, il montre que la personne atteinte de Tsaraat, à la fin des fins, elle était ostracisée. C'est-à-dire qu'elle devait demeurer isolée hors du camp. Et là, on ne comprend pas, parce qu'on a dit depuis le début, oui, le judaïsme, c'est une culture de la culpabilité, on n'expose pas, on n'humilie pas, c'est la conscience personnelle, c'est pas le regard d'autrui, c'est pas la faute qui est attachée au corps. Et là, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire parce que, il y a exposition publique, tout le monde peut voir que la maison de la personne est atteinte de la Tsaraat. Deuxième point, il y a un stigmate, il y a un signe visible qui est attaché. Et troisième point, il y a cette idée de faute qui colle littéralement à la peau. Et donc on ne comprend pas. Comment cela se fait-il que le judaïsme accepte un processus de honte? Ça, c'est un processus de culture de la honte. Et Rabbi Sachs de répondre comme ça. La médisance s'attaque à la confiance qui règne entre les individus. Or, s'il n'y a pas de confiance entre les individus, aucune socialité n'est possible. Ni la famille, ni les amis, ni la vie économique, ni la vie sociale. Potentiellement, donc, la médisance peut ruiner l'ensemble de la société en détruisant toute la confiance qui règne à l'intérieur. Et donc, dit-il, puisqu'ici on s'attaque à une valeur à ce point fondamentale à la sauvegarde de la société, il faut donc non seulement exposer la personne fautive, donc la confronter à sa faute, mais en l'exposant, on avertit les autres membres de la société, attention, ne tombez pas dans cette faute-là. Parce que si vous tombez dans cette faute-là, c'est toute la société qui est ruinée. Donc je vais conclure mon intervention sur le point suivant. Il me semble que la cancel culture emporte avec elle certains dangers. Parce que, à l'heure où le débat public est cadenassé par les réseaux sociaux, il est à craindre qu'on substitue dans le débat public la honte à la culpabilité, au pardon, et donc de préférer le lynchage public. Que le débat public, donc prenant ainsi pour socle le seul regard d'autrui, la façon dont on est perçu par les autres, eh bien, oblige les acteurs du débat public à porter un masque lorsqu'ils s'expriment, pour se conformer à leur public. Et je pense que ça pose deux problèmes majeurs. Un problème de responsabilité. Si vous avez par exemple une polémique autour d'une personnalité publique qui a des propos ou un geste qui n'est pas convenable, eh bien, cette personne, au lieu d'être dans cet exercice de responsabilité, de conscience personnelle, eh bien, elle va s'excuser, mais de façon insincère. Elle porte un masque, elle se conforme à son public parce qu'on est maintenant dans une culture de la honte, qui est donc les conventions sociales et le regard d'autrui. Premier problème, je trouve que ça porte atteinte à la responsabilité des acteurs publics. Deuxième point, parce qu'on revient à ce rapport à la faute comprise comme tâche attachée à soi. Et je pense que c'est un véritable problème, parce que si on pense la faute de cette façon, et que la seule réponse soit l'annulation des uns et des autres, eh bien, on enferme chacun dans son passé. On retourne dans la tragédie grecque que j'évoquais en tout début, en propos introductifs. Et donc, en ce sens-là, on n'a jamais de rédemption qui soit possible, et c'est la liberté de tous qui est atteinte. Et en même temps, je ne peux pas m'empêcher de me dire que la cancel culture, à certains égards, peut aussi avoir un aspect légitime. Par exemple, pour exposer, disons, les propos racistes d'une personne. Parce que non seulement il est important de confronter cette personne à ce qu'elle énonce, mais il faut aussi avertir, de la même façon que la Tsaraat, il faut avertir le reste de la société que si ces idées racistes se diffusent au sein de la société, eh bien on va toucher à une valeur fondamentale pour la sauvegarde de la cohésion, qui est l'égalité des droits. Toutes ces remarques, elles portent pour beaucoup à notre rapport entre le débat public et la cancel culture, mais il me semble qu'on peut le retranscrire au rapport à l'histoire. Et ce que je vous disais au début, il y a cette demande de plus en plus forte, et je terminerai sur ça,
cette demande de plus en plus forte sur les campus américains pour ne plus étudier tel auteur, pour déboulonner tel statut, etc., etc. Et il me semble que précisément c'est aussi un phénomène où on fait jouer l'ostracisme, le lynchage public, la parole qui sera la plus expressive. Et en ce sens-là, on n'est non pas dans un exercice de responsabilité où chacun, étudiant un auteur de notre passé qui a effectivement eu des propos problématiques, intériorise ce qu'il y a de problématique dans ses propos et essaye d'aller au-delà, mais au contraire, que chacun porte un masque et n'ose pas s'opposer à ce phénomène de cancel culture qui prend les devants. Et en même temps, il y a un point qui me semble très important. On a dit que le pardon dans le judaïsme est une idée matricielle, mais on a aussi dit que le pardon n'est pas gratuit. Or, le problème, c'est que la cancel culture qui s'applique à l'histoire, elle s'attaque à des auteurs, à des penseurs qui ont eu des propos racistes, esclavagistes, misogynes, etc., etc. Mais donc ils sont morts, qui ne peuvent plus changer leurs actes, reconnaître qu'ils se sont trompés. Il n'y a pas la reconnaissance qui soit possible. Et donc en ce sens-là, comment est-ce qu'on arrive à dépasser ce stade-là? Comment on arrive à penser tous ces auteurs? Certes, l'histoire occidentale est faite de progrès économique, social, moral, il y a aussi sa pardon. Comment on arrive à penser sa pardon? Et si moi j'avais une question à poser à M. Vesperini sur la question, c'est que puisque ces auteurs ne peuvent pas entreprendre la démarche du pardon, puisqu'ils sont enfermés dans leur faute passée, comment est-ce qu'on arrive à dépasser ce stade de la faute inexpiable? Merci beaucoup. La bouche parce qu'on n'entend pas ça. Ouais. Alors je vais essayer de répondre à ta question. Mais pour commencer, je voudrais vous dire un mot simplement du travail que j'ai publié, auquel faisait allusion Raphaël, pour vous dire que je ne suis pas du tout, je viens pas, alors je suis chercheur au CNRS, mais je ne suis pas spécialiste du tout de la cancel culture. Le thème, disons, sur lequel je travaille, c'est la philosophie antique, la littérature antique, l'histoire antique, donc c'est assez éloigné de ce sujet contemporain. Si j'ai voulu travailler dessus, c'est parce que j'étais complètement interpellé comme citoyen, plus que comme chercheur, par ce phénomène qui est tout à fait extraordinaire, qui prend des formes multiples, brûlantes, et qu'on rencontre dans le monde entier, de remise en cause du passé, de remise en cause des références qu'on pensait les plus incontournables du passé. Pour vous donner un exemple vraiment tout récent, j'en prends deux. Vous avez en Australie, il y a quelques jours, il y a eu des manifestations de milliers de personnes contre la fête nationale de l'Australie. Parce que la fête nationale consacre, célèbre la première arrivée des Européens en Australie. Et donc, il y a des milliers d'Australiens qui considèrent qu'on ne devrait pas célébrer cet événement puisqu'il correspond en fait à une invasion. C'est-à-dire, ils proposent d'appeler ça le jour de l'invasion. C'est plus la fête nationale, c'est Invasion Day. Et donc, voilà, ça c'est un premier exemple pour dénoncer donc, la colonisation de l'Australie, les massacres des aborigènes, etc., l'expropriation des aborigènes. Deuxième exemple, ce sont les Allemands qui, au ministère des Affaires étrangères de Berlin, là aussi c'est tout récent, ont voulu débaptiser une salle qui portait le nom de Bismarck. Donc maintenant, il y a des débats en Allemagne, faut-il ou non débaptiser cette salle, ministère des Affaires étrangères, donc, qui honore le souvenir de Bismarck. Et évidemment, en tant que personne qui consacre tout son temps à la recherche sur l'Antiquité et plus généralement sur le passé, j'étais vraiment
j'ai tout de suite été captivé par ce phénomène. Et en même temps, j'attendais, disons, qu'il y ait une réflexion qui se fasse jour sur ce thème. Et c'est vrai que je n'étais jamais satisfait de ce que je lisais, parce que je trouvais toujours très unilatéral, qui ne faisait pas droit au camp d'en face. Et donc, c'est la raison pour laquelle je me suis mis à travailler sur ce thème et à écrire ce livre. Donc, c'est important que vous sachiez que j'arrive ici comme citoyen, plus que comme spécialiste de ce thème, comme citoyen intéressé par ce sujet, comme la plupart d'entre vous, puisque vous êtes là. Et simplement, comme je suis au CNRS, j'ai la chance de pouvoir consacrer tout mon temps à la recherche, donc j'ai pu faire ce livre. Et donc, ce que je vous dis ici, ne le prenez pas comme, disons, des espèces de dogmes qui viennent d'un savoir d'autorité. C'est plutôt des propositions que je me fais et que je vous soumets. Donc je vais essayer de ne pas être trop long pour qu'on puisse discuter. Donc Raphaël m'avait envoyé un petit texte, un petit document sur ce qu'il allait dire, donc je vais réagir du coup plus facilement à ce qui vient d'être dit, qui était tellement foisonnant, mais du coup j'ai eu du recul pour préparer ma réponse, disons, ce qui, moi, me vient à propos de ces réflexions sur le pardon. Donc la première chose sur laquelle je voudrais insister, peut-être la plus importante, c'est qu'à mon avis, la question du pardon et de la pénitence ne peut pas vraiment s'appliquer à ce phénomène dont on vient de parler, donc ce phénomène de remise en cause du passé. Pourquoi? Parce que la question du pardon et de la pénitence n'est pas, à mon sens, une question politique. C'est une question morale. Et ce que je veux dire par là est très simple, c'est que ça concerne des rapports entre individus, entre Joseph et ses frères, par exemple. Mais ça ne concerne pas des rapports entre des collectivités, entre des États et des minorités persécutées, par exemple, par ces États. Et je vous en donne quelques exemples. Un exemple assez célèbre, c'est le cardinal Jean-Marie Lustiger qui disait avoir pardonné au bourreau nazi de ses parents. Bon. Cet exemple montre bien qu'on ne pourrait pas, Jean-Marie Lustiger n'aurait pas pu parler au nom d'un groupe, au nom de tous les juifs. C'est une personne qui pardonne. Autre exemple, c'est la résistante Noëlla Rouget, qui est décédée il n'y a pas très longtemps, à 100 ans. Et c'est une histoire assez incroyable, parce que cette femme résistante, elle a été torturée de la façon la plus atroce par un gestapiste français qui s'appelait Jacques Vasseur. Et elle a témoigné à son procès pour empêcher qu'il soit condamné à mort et exécuté. Donc il n'a pas été condamné à mort en raison de cette intervention, il a été condamné à je crois, une peine de prison, peut-être de la réclusion à perpétuité. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'à partir de là, ils ont commencé une espèce de correspondance. Donc elle lui a pardonné, et je vais y revenir. Mais là aussi, ça aurait été impossible qu'elle prétende agir au nom d'un groupe. Et ce qui montre bien que la question de la pénitence ou du pardon, là aussi, ne peut pas être une question politique, c'est quand on voit des chefs d'État venir présenter des excuses, ou alors faire des déclarations de repentance. Ça fait tout de suite complètement faux, ça n'a aucun sens que quelqu'un présente des excuses au nom d'une collectivité. La seule question politique, la seule chose que le politique peut faire par rapport aux crimes commis dans le passé, je dirais, c'est deux choses. C'est premièrement la reconnaissance des crimes commis et deuxièmement la réparation des crimes commis. Mais reconnaissance et réparation ne sont pas du tout la même chose que pénitence et pardon.
une autre chose qui me vient, c'est pour vraiment penser cette différence entre un problème moral et un problème politique, c'est par exemple le chancelier allemand Willy Brandt. Vous savez, cette célèbre image où on voit Brandt qui se met à genoux devant un mémorial à l'insurrection du ghetto de Varsovie. Là aussi, ce geste est totalement individuel. Il n'a pas du tout prétendu agir au nom de l'Allemagne. C'était le geste individuel d'un des rares Allemands qui s'était opposé au nazisme et un geste totalement improvisé. Il a dit à un de ses amis, Egon Bahr, qui lui demandait « Mais pourquoi est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu y avais pensé avant ?» Il a dit non. C'est simplement que je pouvais... Une couronne de fleurs, ça ne suffisait pas. Donc en fait, il avait rajusté la couronne et tout d'un coup, il était submergé et il s'est mis à genoux. Mais ce qui montre bien qu'il ne pouvait pas le faire au nom du peuple allemand, c'est qu'une enquête du Spiegel à ce moment-là a été faite et un Allemand sur deux a trouvé son geste tout à fait excessif. Donc voilà, je pense que la conscience morale qui pousse à la pénitence et la conscience qui accepte de pardonner, ce sont des questions individuelles. Et avec la cancel culture, on a affaire, et je vais y revenir, à des revendications de collectivité, de groupes, de communautés, de minorités. Et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Alors, dans la réalité, ce qui apparaît, c'est que, alors bien sûr, donc, tout individu, les individus ne se confondent pas avec leurs fautes, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais ce qui arrive malheureusement la plupart du temps, et c'est tout à fait curieux, c'est que les personnes qui commettent des crimes, en général, n'ont pas du tout envie de demander pardon pour leurs crimes. Et ce qui est tout à fait frappant, au contraire, c'est, en ce moment, je travaille je travaille beaucoup en ce moment sur un philologue allemand qui s'appelle Walter Otto, historien des religions et de la religion grecque en particulier, sous le Troisième Reich. Donc le parcours de cet homme du Troisième Reich, et du coup j'ai l'occasion de rencontrer des tas de figures comme ça de l'intelligentsia allemande, de l'intelligentsia académique, des universitaires. Et c'est tout à fait frappant de voir à quel point les personnes qui ont été... je ne parle pas de criminels, je veux dire de gens qui étaient membres de la Gestapo, etc., mais de gens qui ont participé au système, tout simplement. Donc qui n'ont pas non plus sur la conscience vraiment, qui n'ont pas commis directement des crimes, donc des gens dont on pourrait penser qu'ils pourraient, après la guerre, se remettre en question, etc. Et c'est absolument fou à quel point les complices actifs, les complices passifs du régime n'ont absolument pas la moindre propension à l'examen de conscience. Non seulement ça, mais on rencontre même, par exemple, quand il leur arrive des problèmes, par exemple, je pense à Carl Schmitt, un des grands penseurs allemands sous le Troisième Reich. Bon, voilà, il a subi un procès après la guerre un procès en dénazification. Il a passé quelque temps en prison et il a écrit un livre après pour parler donc de son expérience. Il a fait l'expérience de la prison et ça s'appelle Ex captivitate salus en latin. Donc le salut vient de la prison, comment il a trouvé son salut en prison. Et dans ce texte, il n'hésite pas à se comparer à ceux qui étaient prisonniers dans les camps. Il estime qu'au fond, il a vécu la même chose. Et dans la correspondance dont je vous parlais entre cette Noëlla Rouget et son tortionnaire, c'est pareil. Quand il est en prison, il se plaint de ce qu'il vit, etc. Et il n'hésite pas non plus à se comparer à ceux qui étaient donc résistants sous l'occupation. Donc il y a une espèce d'indécence, il faut dire le mot, qui fait que on n'a pas eu beaucoup l'occasion de voir des anciens bourreaux, des anciens criminels, des anciens complices
venir demander pardon. Ça, c'est au niveau donc individuel. Mais maintenant, je voudrais parler, donc, puisque je vous dis, au fond, c'est surtout ça qui m'intéresse, mais il en va de même en un sens pour les États. Alors, c'est très intéressant quand on regarde les États, et là, je parle des États depuis l'Antiquité. L'État n'aime pas les endeuillés. L'État n'aime pas le deuil. Il y a un très beau livre de Nicole Laureau là-dessus, que je vous recommande, c'est Les mères en deuil, qui montre très bien comment les États n'aiment pas du tout, ont une peur bleue du deuil. C'est-à-dire des personnes qui n'arrivent pas à surmonter le chagrin lié aux injustices, lié aux crimes. Quand la démocratie athénienne a été renversée par un coup d'État en 404 avant Jésus-Christ, un régime s'est mis en place, le régime des 30 tyrans, qui s'est fait connaître par des exactions et des massacres, et il a duré 1 an. Quand la démocratie revient au pouvoir, qu'est-ce qu'ils font immédiatement? Ils font une loi d'amnistie. Amnistie, en grec, ça veut dire oubli. Il était interdit de parler de ce qui s'était passé, il était interdit de faire de procès pour ce qui s'était passé, sous peine de mort. Il fallait immédiatement que tout recommence comme avant. En France, une loi a été votée en 1953, également une loi d'amnistie. Il était devenu impossible en France de poursuivre des personnes pour des crimes commis sous l'occupation. C'est seulement par le droit international et la notion de crime contre l'humanité imprescriptible qu'on a pu se mettre à poursuivre des personnes comme Papon ou Touvier. Mais dès 1953, le Parlement français vote une loi d'amnistie. Et à cette occasion, un grand résistant et grand écrivain français qui s'appelle Jean Cassou, C-A-2-S-O-U, a écrit un texte absolument merveilleux, magnifique, qui s'appelle « La mémoire courte », justement. Donc les États veulent que, au plus vite, on passe l'éponge et on recommence. De la même façon, Obama, quand il est arrivé au pouvoir, n'a absolument pas poursuivi tous ceux qui avaient légitimé juridiquement l'usage de la torture, par exemple. Immédiatement, parce qu'évidemment, on risquait de toucher à la tête de l'État elle-même. On risquait de toucher George Bush, etc. Donc, si vous lisez, c'est tout à fait frappant de lire, par exemple, un recueil de textes de Vladimir Jankélévitch sur l'esprit de la résistance. C'est un recueil de tous ces textes de 43 à 83, je crois. Et ça m'a je l'ai lu récemment, et ça m'a énormément frappé parce que on voit que moi j'avais l'idée que oui, les gens après la guerre, les Juifs n'aimaient pas trop parler de la Shoah. C'est seulement la génération d'après qu'on a commencé à parler, etc. Bon. Et en réalité, quand on lit ce livre, on se rend compte qu'en fait, tout de suite après la guerre, il y a en tout cas des gens comme Jean Kélévitch qui commencent à dire « mais c'est incroyable, il vient de se passer des atrocités absolument indicibles sur notre territoire, et tout recommence comme avant. » Et à l'époque, c'est tout à fait frappant, quand des voix juives comme celle de Jean Kélévitch s'élevaient pour dénoncer cet oubli, on disait « oh mais il faut tourner la page, ces juifs sont vraiment pleins de ressentiment. Hein, c'est le ressentiment, c'est pas beau le ressentiment, ils sont rancuniers. » Et c'est assez intéressant parce que aujourd'hui, j'ai entendu le même reproche adressé à ces jeunes d'origine immigrée, par exemple, qui se mettent à vouloir qu'on parle des crimes commis par le colonialisme. Je l'ai entendu, je l'ai lu. On dit « oh, mais c'est des jeunes, ils vont pas bien, ces jeunes, ils sont pleins de ressentiment. Hein, c'est pas beau. » Donc en fait, dans ces circonstances-là, quand les États ne veulent pas reconnaître les crimes commis, on arrive forcément à des situations de violence. C'est-à-dire que l'injustice, et ça c'est une vieille leçon de la tragédie grecque,
l'injustice engendre l'injustice. Si les crimes ne sont pas reconnus, si les crimes ne sont pas réparés, si non seulement les crimes ne sont pas reconnus, mais on glorifie les criminels, bien à ce moment-là, on va arriver effectivement à des outrances, à des violences. J'ai parlé de l'Allemagne de l'après-guerre, et je voudrais vous rappeler un épisode. Donc l'Allemagne des années 60-70, c'est un monde, alors là je voudrais citer un historien, un des pionniers de la recherche sur la Shoah, l'historien Joseph Wulff, W-U-L-F, qui était un des compagnons de route de Léon Poliakov. C'était un ancien rescapé des camps, et il revient des camps, et il consacre sa vie à réunir de la documentation sur la Shoah. Et il va se suicider en 1974. Et quelques jours avant son suicide, il écrit une lettre où il dit, voilà, j'ai publié 18 livres sur la Shoah. En Allemagne, on peut se documenter à mort, il dit. On peut se documenter, c'est littéralement c'est ça qu'il dit, on peut se documenter à mort. Le gouvernement est démocratique, il n'y a pas de problème. Et pendant ce temps-là, les bourreaux vivent tranquillement dans leur petite maison et cultivent des fleurs. Ça, c'est l'Allemagne, donc, de cette époque. Or, c'est dans cette Allemagne-là que Beate Klarsfeld va gifler le chancelier allemand Kiesinger en 1968. Donc, cet épisode m'a intéressé, puisque là, on a exactement un geste violent désigné à frapper de honte la personne. Donc elle le frappe, le chancelier Kiesinger, parce que c'est un ancien nazi. Alors voilà, on est face à un geste comme ça, on pourrait dire, voilà, c'est un geste violent. En effet, c'est pas bien de gifler quelqu'un en public, etc. Mais ce geste a été fondamental. C'est-à-dire que ça a contribué à faire la lumière, à jeter la lumière sur cet énorme refoulement de la société allemande. Ça a amené la défaite du camp de Kiesinger aux élections suivantes, l'arrivée de Willy Brandt, dont je vous parlais tout à l'heure, et Willy Brandt a été, par exemple, à l'origine d'une loi qui permettait à l'Allemagne d'extrader des criminels d'anciens nazis en France, par exemple. Alors que l'Allemagne avait voté une loi, justement, qui interdisait cela, justement, pour protéger les anciens nazis. Beate Klarsfeld, d'ailleurs, je ne savais pas, qui n'est pas juive, d'ailleurs. Elle était, et donc, Jean Kelevitch applaudit à ce geste. Il dit, c'est la première fois que je vois quelqu'un en Allemagne qui se lève pour enfin parler du mal, finalement. Quand on travaille sur ce problème de la cancel culture, au fond, on travaille sur le mal dans l'histoire. Maintenant, je voudrais dire un mot sur cette opposition entre culture de la honte et culture de la culpabilité. Très, très peu de choses. Tout simplement, je pense qu'il ne faut pas exagérer cette opposition. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté, effectivement, des cultures de la honte. Enfin, je dis effectivement, en fait, j'en sais rien, je crois sur parole Ruth Benedict, je ne suis pas spécialiste du Japon, il faudrait voir. Mais on peut admettre qu'il existe des cultures qui ne connaissent pas la culpabilité, mais seulement la honte. Simplement, nous, je pense que nous avons les deux. Je ne pense pas du tout que nous ne soyons pas une culture seulement de la culpabilité. Nous sommes aussi une culture de la honte, nous sommes aussi une culture de l'honneur. Et je vous en donner un exemple que je pense important, c'est dans la pensée de la démocratie en Grèce, on rencontre un texte très célèbre attribué à Protagoras, un des penseurs les plus importants de la démocratie à l'époque de Périclès. Et alors Protagoras raconte une histoire à propos, parce que vous savez, Socrate, il lui demande, mais est-ce que tout le monde a la science du politique? Bien sûr que non, dit Socrate. Et donc, la démocratie, ça pose un problème. Comment c'est possible? Quel sens ça a de faire voter à la majorité des gens qui n'ont pas la science du politique? Alors à ce moment-là, Protagoras, qui est
un défenseur de la démocratie va lui raconter une histoire pour lui dire pourquoi est-ce que si la démocratie a un sens. Et l'histoire, je la résume très brièvement, c'est la vieille histoire de Prométhée, vous savez, donc Zeus, je ne rentre pas dans les détails, mais disons, le père des dieux et des hommes, donc Zeus, veut punir les hommes et il leur retire le feu qu'il leur donnait avec la foudre qui tombait sur les arbres. Tout d'un coup, plus de foudre, plus de feu. Donc les hommes dépérissent et Prométhée, qui est un titan, c'est pas un homme, c'est pas un dieu, il est entre les deux, il aime bien les hommes. Il est philanthropos, disent les Grecs, il aime les hommes. Bon, alors il dit, je m'embête, je voudrais faire quelque chose. Bon, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va voler du feu sur l'Olympe, il le ramène au creux d'un roseau, il le ramène chez les hommes, et les hommes ont du feu. Avec le feu, ils ont la technique, donc ils savent faire des maisons, du coup, ils savent cuisiner, ils savent s'habiller, donc ils peuvent enfin survivre. Sauf que, tout d'un coup, les hommes se mettent à s'entretuer. Ils ont la technique, ils savent faire des tas de choses, mais ils s'entretuent. Alors, Prométhée est très embêté. Et à ce moment-là, il va trouver Zeus. Et Zeus, à ce moment-là, finalement, il est bon prince, il est gentil, finalement, donc il va dire d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire en sorte que chaque homme ait deux choses en lui, de façon innée. La première, c'est le sens de la justice. Et la deuxième, c'est le sens de la honte, justement. C'est la capacité à éprouver de la honte. C'est le mot grec « aidos », qui est difficile à traduire. On le traduit parfois par le sens de la honte, mais parfois par pudeur, parfois par décence. Mais j'aime bien le sens de la honte, parce que avoir de l'aidos, c'est être capable de rougir. Voilà. C'est ce qui vous fait rougir. Voilà. Et en effet, je pense que c'est très important. Donc l'idée de Protagoras, Socrate, voilà. Tous les hommes ont ça en eux. Et donc la démocratie est possible parce que tous les hommes ont en eux le sens de la justice et le sens de la décence. Et je pense que c'est très très important. Et quand vous voyez par exemple, une démocratie est en crise quand ce sens de la honte se perd, notamment dans les élites dirigeantes. Et je pense que, qu'on soit de gauche ou de droite, par exemple, quand on voit une ministre de l'Industrie parler de la magie du travail en usine, ou quand on voit Eric Woerth récemment dire « Oh, mais aujourd'hui, à 65 ans, on vit très bien 10 ou 12 ans sans aucun problème », alors qu'on sait très bien que ce n'est absolument pas le cas pour des tas de catégories de la population, il y a vraiment un problème de décence, un sens de la honte qui n'est pas présent et qui pose du coup problème. Ensuite, je pense que chez les acteurs de la cancel culture, donc ces gens qui veulent faire honte, etc., il y a aussi une part de culpabilité. C'est-à-dire, je pense que chez beaucoup de ces acteurs de la cancel culture, il y a un grand héritage puritain, un héritage chrétien. Et on le voit très bien au fait que quand vous êtes l'objet des attaques, vous avez toujours la possibilité qui vous est offerte de vous racheter. Il y a la rédemption. Donc on voit des gens, par exemple, qui ont été mis au banc pour je ne sais quoi, alors parfois pour des choses qui sont vraiment graves, parfois pour des choses qui sont absolument absurdes, qui après ne savent plus quoi faire et viennent battre leur coulpe. Et ça, c'est très américain. On rencontre ça aux États-Unis, mais pas seulement pour ça, mais il y a des figures un peu pittoresques comme ça des débuts de l'administration Trump, qu'on a oublié aujourd'hui, mais des gens comme Scaramucci, par exemple. Alors, après quelques tours de piste, en fait, ils disparaissaient assez rapidement, mais on les retrouve quelques mois après, qui publient des livres où ils battent leur coulpe d'avoir été comme ça un peu des bouffons de Trump, et après ils font des livres et ils font des tournées très lucratives aux États-Unis pour dire voilà, je suis devenu un autre homme, je suis différent, etc. Donc il y a une composante chrétienne, à mon avis, qui est aussi donc de culpabilité, etc. Tout un complexe autour de la rédemption dans ces phénomènes. Et voilà, j'en viens maintenant à mon dernier point.
Donc, au fond, j'essaye de comprendre dans cette espèce d'enquête, bon voilà, j'ai fait ce livre, mais je continue à travailler sur ce domaine. Dans cette enquête sur le mal dans l'histoire et sur le rapport au mal dans l'histoire, j'essaie de comprendre finalement ce moment qu'on est en train de vivre où il y a une grande revendication de justice, une grande revendication de morale, une revendication, encore une fois, qui peut prendre des formes violentes et outrancières, mais encore une fois, c'est lié à une injustice vécue, une injustice structurelle dans les sociétés. Et je me demande pourquoi certains groupes le font et d'autres pas. C'est assez intéressant parce que, par exemple, il se trouve que je lis en ce moment un livre sur les atrocités commises par les Allemands en 1914 en Belgique et dans le nord de la France. Quand j'étais plus jeune, j'étais absolument convaincu qu'on avait beaucoup exagéré, qu'en fait c'était la propagande française qui présentait les Allemands comme des horribles criminels, mais que bon, la guerre de 14, c'était une guerre entre l'Allemagne et la France. Des deux côtés, il y avait forcément des exactions, etc. Et en réalité, il y a un livre récemment paru par deux historiens irlandais qui vraiment est absolument une lecture qui m'a vraiment stupéfié. Les crimes de guerre commis par les Allemands en 1914 sont tout à fait comparables aux crimes commis par les nazis dans l'Est pendant l'invasion de l'URSS, par exemple, sans aucun problème. Or, pourquoi est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui de groupes de personnes qui représentent les victimes de cet épisode? Je ne sais pas. Il y a aussi des victimes de crimes ou des victimes d'injustice qui, de toute façon, ne peuvent pas être représentées parce qu'ils n'ont pas de descendants. Je pense par exemple au phénomène des enfants travaillant en usine au XIXe siècle et qui mouraient comme des mouches. Voilà, un crime comique qui aujourd'hui n'est pas... personne, évidemment, ne descend de ces enfants et ne vient rappeler leur mémoire. Il y a aussi des pays, par exemple l'Indonésie, qui a été donc colonisée par la Hollande, où le rapport au passé est totalement différent. Là, au contraire, qui est un pays immense en termes démographiques, je crois que c'est la 4e puissance mondiale, c'est une très grande démocratie. Et là, en Indonésie, je parle d'après le livre de David Van Reybrouck, le passé est réapproprié. Les Indonésiens se réapproprient le passé colonial. Ils aiment bien avoir des cafés en style colonial, par exemple. Ça les aime juste de se déguiser aussi en colons pendant leur fête. Donc c'est assez... voilà. Tous les crimes ne donnent pas nécessairement lieu à ces revendications. Mais ce que je voudrais dire, c'est en tant que citoyen aujourd'hui, ce que je ressens, c'est l'énorme injustice qui est faite aujourd'hui justement à ces descendants des peuples colonisés par la France. Voilà. Et il y a vraiment un travail à faire qui n'est pas encore fait de réparation, de reconnaissance. Je vous donne vraiment des exemples précis, pour ne pas parler en l'air comme ça. Mais j'ignorais totalement, avant ce travail, que les essais nucléaires en Polynésie française avaient causé un nombre incalculable de morts. J'ignorais totalement, avant cette étude, que les plus forts taux de cancer de la prostate aujourd'hui se trouvaient en Martinique et en Guadeloupe, parce que l'État français, sous la pression des lobbies, a continué à employer le chlordécone dans les plantations de bananes pendant 20 ans, alors qu'il avait été interdit aux États-Unis en 1975. Et donc aujourd'hui, on a M. Darmanin qui vient expliquer qu'on leur demande d'aimer la France. Je ne sais pas si vous avez vu, c'était tout récent. C'est quand même la République qui abolit l'esclavage, donc circuler, il n'y a rien à faire. Bon, tout ça est une simplification outrancière
de l'histoire. Mais je reviens à ce que je disais sur l'État et l'oubli. Quand la République abolit l'esclavage en 1848, que dit le représentant de la République? Je recommande à tous l'oubli du passé. Voilà, c'est magnifique. Bon, autre exemple encore, l'attitude de la France au Rwanda, qui est aussi absolument un exemple énorme. Et donc, je pense que si je fais mon examen de conscience, ce que je ressens, c'est que voilà, ce passé fait mal. Parce que je suis attaché à la République, et bien, j'ai beaucoup de mal à affronter ce passé. Et je crois qu'il est très important de le faire. Et ce que je finirai là-dessus, les communistes italiens avaient une expression, enfin ont toujours une expression, pour parler de leur rapport aux crimes commis par l'URSS. Ils parlent de doppiezza, de double conscience. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Les communistes italiens sont des gens qui se sentaient complètement solidaires du Parti communiste à cause de la résistance au nazisme et au fascisme. Et par ailleurs, il y avait les crimes commis par l'URSS dont ils ne pouvaient pas, qu'ils étaient obligés de reconnaître. Et pourtant, ils restaient communistes. Ils continuaient à adhérer au parti. Donc, ils parlaient de doppiezza. Et je pense que quelqu'un qui a été élevé comme moi dans un milieu favorisé, qui n'a jamais eu de problème de discrimination, etc., et qui est attaché à la République, qui a été élevé dans l'idée que la République, c'est la justice, que la République, c'est la démocratie, que la République, c'est le respect de la vérité, eh bien, ça lui fait mal d'affronter ce problème. Et la tendance est forte chez moi à ne pas vouloir y aller voir. Et je pense qu'il faut y aller voir, il faut le dire, il faut l'enseigner. Et c'est justement en faisant ça qu'on pourra non pas tourner la page, mais vivre ensemble dans la justice, dans la vérité, et sans ces outrances dont on parlait tout à l'heure. Je vous remercie. Merci infiniment pour vos exposés, mais vraiment lumineux, denses, qui nous ont fait naviguer entre des notions réparation, justice, culpabilité, honte, rédemption, pénitence, ressentiment, amnistie, revendication. C'est assez extraordinaire. Alors, on va laisser place aux questions. Si je peux me permettre, la toute première, deux questions différentes qui s'adressent à l'un et à l'autre. Pierre, pour rebondir sur ce que vous disiez, justement sur l'importance d'aller voir là où ça fait mal, qu'est-ce que vous pensez de la concurrence mémorielle qui, elle, fait mal, puisque comme ça, on nivelle un petit peu les souffrances, les douleurs, la souffrance des Noirs, l'esclavage et la Shoah, ou l'Arménie et la Shoah. Vous voyez, la Shoah devient le tuteur comme ça, auquel on se compare en permanence, et c'est difficile, je pense, pour nous en tant que juifs de s'identifier, vous voyez ce que je veux dire, de répondre de manière juste à cette question-là. Et à Raphaël, la question que j'aimerais poser, c'est la question de Amalek. Amalek, qui est vraiment, on va dire, dans la Torah, en tout cas, voilà, modestement, mais en tout cas pour moi, à la lecture, c'est l'ennemi d'Israël pour lequel on doit avoir un ressentiment assumé. Plus qu'un ressentiment, une sorte d'esprit de vengeance, à la fois d'effacer son nom, d'être dans une forme de déni, comme ça, de dire on l'oublie, et en même temps, on assume de lui faire la guerre jusqu'à la mort. Donc, en fait, Amalek, je dirais, c'est un peu la figure qui éclate les notions de honte, de culpabilité, et où ça se situe dans toutes ces notions-là. Voilà. Pardon. Tu veux répondre? Non, je t'en prie. D'accord. Oui. Alors, moi, je vais vous répondre en tant que juif. Ça personnellement, moi, je me sens pas du tout dérangé par ces revendications. C'est pas la seule chose. Personnellement, je peux comprendre qu'on comment dirais-je,
en tant qu'historien aussi, je pense qu'il ne faut sacraliser aucun événement. Il faut essayer de comprendre un événement et on ne lui fait pas justice en le sacralisant, en disant voilà, ça c'est un événement incomparable à aucun autre. Et je pense que, comme tout événement humain, la Shoah est un événement qui peut être comparé, qui peut être confronté à d'autres événements. Et dans cette recherche que je suis en train de faire sur ce philologue allemand dont je vous parlais, j'ai l'impression de redécouvrir la Shoah, de découvrir un aspect de la Shoah avec lequel on n'en a jamais fini. Dire qu'un événement est inépuisable, ça ne veut pas dire qu'il est tabou, qu'il est transcendant, qu'il dépasse l'histoire. Ça veut dire qu'on n'en a jamais fini. Et donc là, ce travail sur ce philologue allemand, ça me fait réfléchir, mais comment c'est possible que des gens... Parce qu'on parle toujours de Heidegger, bon, mais en fait, il y a des tas d'Heidegger. L'attitude d'Heidegger est totalement typique, en fait. Ce qui est étonnant, c'est pas qu'il ait été nazi, c'est que ce qui serait étonnant, c'est qu'il ne l'ait pas été. Les professeurs allemands, pourquoi est-ce que les professeurs allemands, qui avaient l'habitude qui respectaient leurs collègues juifs, pourquoi est-ce qu'il ne s'est rien passé? Pourquoi est-ce qu'il n'y a... Et c'était une question, je veux dire... Pourquoi, alors qu'au XIXe siècle, on voit des professeurs allemands défendre leurs collègues juifs quand il y a des problèmes de discrimination, qu'ils ne peuvent pas avoir accès à tel poste, tout ça. Bon, ça c'est une question. Donc je suis le premier je serai le dernier à dire, voilà, bon, la Shoah est un événement banal, évidemment. Mais je pense que l'idée de dire, bon, il y a la Shoah, on n'y touche pas, on ne peut pas la comparer à rien d'autre, et c'est ça qui crée après aussi des attitudes effectivement de surenchère. Alors c'est à qui a... voilà, je pense, voilà, il faut vraiment, plus on pensera la Shoah en termes humains, en termes historiques, en termes, j'ai envie de dire, relatifs, c'est-à-dire en prenant le mot dans son sens étymologique, en le rapportant à d'autres événements, à essayer de comprendre comment ça s'est passé, c'est comme ça, à mon avis, qu'on fera vraiment justice à cet événement. Alors, pour répondre sur la question d'Amalek, je me permets juste de faire un petit rappel pour celles et ceux qui ne sont pas tout à fait au fait de qui est la figure d'Amalek dans la Torah. On est donc à la sortie d'Égypte, la fin de l'esclavage, et là, le texte nous dit qu'il y a un peuple qui s'appelle Amalek, qui s'est attaqué aux Hébreux qui sortaient d'Égypte et qui s'en est pris en priorité aux faibles, aux vieillards, aux personnes qui étaient à l'arrière. Maintenant, comment est-ce qu'on peut penser Amalek dans cette dichotomie faute, honte, culpabilité, etc. Bon, d'abord, je pense que la fonction d'Amalek ne rentre pas tout à fait dans ce cadre-là. Pour la simple et bonne raison que Amalek, alors c'est toujours un enseignement de Rabbi Sachs pour le coup, mais Amalek sert à sortir d'une vision, disons, un peu naïve de la liberté, qui voudrait que la liberté, une fois qu'elle est accomplie, elle est pour toujours et sans condition. Amalek vient rappeler que nous avons, alors nous, au sens générique, hein, c'est un État, un groupe, il y a très souvent, du fait de la conflictualité de la société, il y a toujours un ennemi qui nous veut du mal. Et en ce sens, c'est pour ça que la Torah prescrit Zachor, Asher, Asa, ce que ça fait Amalek. Souviens-toi de ce qu'a fait Amalek à la sortie d'Égypte, parce que souviens-toi que sur ta route, il y aura des gens qui te veulent du mal pour la simple et bonne raison que tu es leur ennemi. Et en ce sens, Rabbi Sachs met ça en parallèle avec un auteur qui s'appelle Lee Harris, qui a écrit un livre justement qui s'interrogeait sur cette grande question qui a été posée après les attentats du 11 septembre aux États-Unis, où beaucoup de
d'auteurs se sont interrogés, mais pourquoi ces terroristes, pourquoi ces islamistes ne nous aiment pas? Alors la critique de Liharis, c'était justement que en fait, l'Occident, intellectuellement, n'était pas paré à penser ces questions-là, parce que l'Occident pense du fait de l'économie de marché, de la démocratie libérale, l'homme rationnel. L'homme rationnel qui agit selon ses intérêts, et qui, en ce sens, quand on a quelqu'un qui est en désaccord avec soi, il suffirait d'essayer de négocier pour accorder nos intérêts, mais c'est toujours une question d'intérêt. Même si on n'arrive pas à s'entendre, il suffirait de trouver comment on peut avoir un intérêt convergent. Et précisément, il dit que ce logiciel-là n'est pas à même de pouvoir répondre à la question de pourquoi le 11 septembre, pourquoi il ne nous aime pas, parce que Liharis dit qu'il ne s'agit pas de rationalité, il s'agit d'ennemis. Et qu'il faut être conscient qu'on a des ennemis, parce que sinon on a une vision naïve sur les dangers qui pèsent sur la liberté. Donc je pense que Amalek sort de ce cadre de réflexion. Néanmoins, si on devait peut-être essayer de le rattacher, je disais tout à l'heure, et je suis tout à fait d'accord avec ce que Pierre a dit, il ne faudrait pas se méprendre. Il n'y a pas d'un côté les cultures de la honte, les cultures de la culpabilité. J'en veux pour preuve que la tsarate et d'autres mécanismes, que peut-être j'aurai l'occasion d'en parler après, mais il y a d'autres processus de honte dans le judaïsme, de telle sorte que c'est plutôt une question d'équilibre entre tel système. Est-ce qu'on donne la préséance à la culpabilité ou à la honte? Mais ce n'est pas l'un ou l'autre. En réalité, tous les systèmes ont une sorte de mélange des deux. Et en ce sens-là, donc, je pense que aussi Amalek, c'est la figure aussi d'un scandale. C'est un scandale parce que les Hébreux sortent d'Égypte, ils viennent d'être pourchassés, ils sortent de l'esclavage, il y a toutes les plaies, toutes les épreuves. Et là, il y a Amalek qui arrive et qui s'attaque, non pas, disons, à la loyale. Alors déjà, en soi, attaquer ce groupe-là, c'est déjà scandaleux en soi, mais qui en plus ne s'attaque pas à la loyale, mais le texte nous dit que s'attaquait à ceux qui étaient derrière, à ceux qui étaient fatigués, les pauvres. Et ça, c'est tellement scandaleux, c'est tellement quelque chose qui est inadmissible, qu'il y a ce souvenir-là qui doit être rapporté, non seulement parce que l'idée en soi est scandaleuse, mais aussi peut-être pour soi, en tant que juif, de se prémunir éventuellement du fait d'une quelconque circonstance historique, de retomber dans ce phénomène-là. Alors ça serait plus pour l'aspect de honte, mais malgré tout, Amalek, il n'y a pas le pardon, mais malgré tout, il y a une acceptation d'Amalek, puisque Maïmonide dit très précisément que, on peut accepter leur conversion, que deux, la guerre qu'on est censé faire à Amalek, qui est un commandement, je ne rentre pas dans le détail à l'article de la loi juive, mais qui est un commandement qui, a priori, n'a plus cours aujourd'hui, pour diverses raisons qui seraient trop loin de détailler, mais la guerre qu'on doit faire à Amalek ne vaut qu'à la seule condition qu'Amalek refuse de se soumettre à ce qu'on appelle dans la loi juive les 7 lois noahides, les 7 lois de Noé, qui sont, disons, si on devait le dire en des termes un peu modernes, la loi naturelle, établir des tribunaux, ne pas voler, etc., etc. Donc, disons, les règles basiques à une humanité décente d'un point de vue moral. Donc, à partir du moment où Amalek accepte de respecter ces règles-là, on ne peut pas lui faire la guerre. Donc, en ce sens-là, il n'y a pas une condamnation perpétuelle, il y a un espace aussi, une ouverture sur sa figure, de telle sorte que même s'il y a un antagonisme qui est très fort, il y a marqué Dieu livra une guerre de génération en génération, et bien malgré tout, il y a un espace d'ouverture, malgré le scandale qu'il a pu faire. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Une ou deux. Une ou deux questions, mademoiselle et monsieur. Une. Voilà. Avec le climat, si vous voulez. Oui, on entendra mieux. On entendra mieux. On entendra mieux, ouais. Oui, oui. Philippe Ménard, ma question s'adresse à Pierre. J'ai trouvé votre exposé extrêmement intéressant, mais contradictoire. Parce que d'une part, vous dites que le pardon est une affaire individuelle, et d'autre part, vous dites que la France n'a pas assez demandé pardon aux États colonisés. Par ailleurs, c'est ce que j'ai cru comprendre, je me trompe peut-être. Par ailleurs, pour revenir à l'affaire Willy Brandt, ce que Willy Brandt a fait quand il est allé s'agenouiller au pied du aux victimes du ghetto de Varsovie, je ne peux pas croire qu'il ne savait pas que toutes les télévisions du monde étaient braquées sur lui, et il était là en visite officielle, c'est-à-dire au nom de l'Allemagne. Donc il a demandé pardon au nom de l'Allemagne et pas en son nom personnel. Peut-être en son nom personnel aussi, mais surtout au nom de l'Allemagne. Par ailleurs, l'Allemagne a versé, et je crois verse encore des indemnités
à toutes les victimes de la Shoah et à Israël aussi. Ce qui fait que Israël et l'Allemagne sont de bons amis aujourd'hui, d'où la valeur du pardon, ce qui n'est pas le cas d'un autre holocauste, celui que la Turquie a commis sur les Arméniens. La Turquie refuse toujours de reconnaître ça, et ça bloque, on le sent. Voilà. Merci. Alors, non, alors peut-être j'ai peut-être pas été suffisamment clair, mais merci. Non, pour moi, il n'y a pas de. Je n'ai pas du tout dit que la France devait demander pardon, justement. Parce que je pense que, comme je le disais, quand un État demande pardon, ça paraît tout de suite tellement formel, disons, que pour moi, ça n'a pas grand sens. Ce qu'il faut, c'est reconnaître, c'est pas tout à fait pareil, reconnaître ce qui a eu lieu et réparer. Ce que vous avez cité de l'Allemagne, c'est proposer des réparations. Mais je ne dirais pas que parce que l'Allemagne fait ça, les Juifs pardonnent ce qui s'est passé. Comme collectivité, même, ça n'a pas de sens. La phrase n'aurait pas de sens. Israël et l'Allemagne sont amis aujourd'hui. Mais être ami, ça ne veut pas dire pardonner. Je veux dire, c'est pas tout à fait pareil. Et puis Israël n'existe. Enfin, ça c'est une énorme question, mais Israël ne peut pas parler au nom de tous les Juifs. Et puis, encore une fois, je ne pense pas qu'un chef d'État israélien, mais non, là je parle de choses vraiment qui me paraissent... vraiment, c'est une espèce de démonstration par l'absurde. Mais imaginez un chef d'État ou gouvernement israélien dire « nous pardonnons à ce que l'Allemagne nous a fait ». Ça n'a pas de sens. Il ne s'agit pas de pardon, il s'agit de réparation pour qu'on puisse refaire quelque chose ensemble, pour qu'on puisse travailler ensemble. C'est pas pareil. On peut devenir amis, on peut faire des choses, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on pardonne. Parce que, encore une fois, je pense que le pardon ne peut être qu'inter-individuel. Il ne peut pas concerner des groupes. Si vous voulez. Allez, la dernière question. Olia Marmeni. En fait, je suis assez contente, Raphaël, que tu aies parlé de Adam et Ève, parce que ça m'a permis de penser la chose comme je n'y avais jamais pensé. Parce qu'en fait, il y a quand même un truc où Adam est créé avant Ève. Et Dieu ordonne à Adam, il dit le Seigneur Dieu donna à l'homme cet ordre, tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et en fait, Ève, quand elle parle de serpent, elle dit, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez point, sous peine de mourir. Donc moi, en fait, j'avais déjà pensé ce passage comme un drame de la communication, en fait, entre Adam et Ève à la base. Et du coup, ça m'a permis de penser comme communication rapportée, quoi. C'est-à-dire, lui a ajouté, vous n'y toucherez point, et le serpent s'engouffre là-dedans pour lui dire, bah non, tu ne mourras pas si tu touches. Tu vois bien. Donc, moi, vous venez de me faire penser à la cancel culture, peut-être comme un espèce de drame, en fait, de communication entre agresseur et agressé, comme peut-être une espèce d'invention panique, cette notion de cancel culture, comme une invention panique d'un premier temps, en fait, entre agresseur et agressé, où la population majoritaire, donc, qui a été agresseur, va réfléchir le drame vécu par la population minoritaire en disant ah bah en fait on n'a pas du tout envie de gérer notre honte et notre culpabilité, donc juste taisez-vous. Et du coup je me demandais en fait dans quelle mesure la cancel culture n'était pas juste un espèce de premier temps où il n'y avait pas de possibilité de communication en fait entre deux parties, et que peut-être que dans un deuxième temps moins hystérisé, on pouvait finalement parler, mais dans un premier temps il y a forcément de la violence parce qu'il n'y a pas de communication en fait. Est-ce que vous aviez pensé à ça? Alors d'abord je suis tout à fait d'accord, et je pense qu'il faut bien différencier plusieurs choses dans la cancel culture. C'est pour ça que j'ai insisté dans la dernière partie avec la Tsarade pour dire qu'il y avait aussi des revendications légitimes. Je pense qu'il faut différencier le cas, par exemple, que j'ai cité au tout début de mon propos, de Justine Sacco, qui fait un tweet ironique et qui se fait renvoyer de son entreprise, qui est totalement effacée, de David Shore qui poste juste une étude sur le mouvement des droits civiques dans les années 60 et qui se fait virer parce que ça n'a pas plu à certains. Bon, il faut différencier ça, qui est grotesque, qui est ridicule, et je précise juste, qui est surtout un phénomène anglo-saxon, parce que
faudrait pas tomber dans... Moi, Qui vient beaucoup. alors, qui vient beaucoup, je trouve, à titre personnel, qu'en France, ça reste quand même assez balbutiant et qu'en matière de liberté d'expression, on est plutôt libre à ce niveau-là. Bon, en tout cas, c'est mon avis personnel. Donc je pense qu'il faut vraiment différencier ça, qui est condamnable pour toutes les raisons expliquées, le rapport à la faute, au pardon, l'exposition, etc. Il faut impérativement le différencier, et c'est là que je remercie beaucoup Pierre pour son intervention, parce qu'on a des exemples concrets de revendications qui sont légitimes, de la part de personnes qui ont vécu, soit eux, soit parce qu'ils sont les porteurs d'une mémoire, qui portent des drames. Et je pense que c'est pour ça, quand on s'était appelé, Pierre m'avait dit, c'est vrai que si on devait un peu schématiser, c'est vrai que les Juifs, on n'a plus trop aujourd'hui on n'a pas ce phénomène de cancel culture, on ne réclame pas à ce que tel auteur ou telle personne soit annulée, effacée, qu'on n'étudie plus. En France, on lit Céline, enfin, il y a plein d'auteurs qui ont un passé antisémite et c'est tout à fait pas accepté. Et je pense que précisément, si nous, on n'est pas dans ce genre de revendication-là, c'est parce que, quelque part, la France, alors peut-être pas de façon parfaite, de façon tardive, mais la France a reconnu ce qu'elle a fait. Ça a pris son temps, il a fallu attendre Chirac pour qu'on dise que c'est bien l'État français qui a fait ça. Mais il me semble que c'est pour ça que nous, on n'est pas dans ces revendications-là, c'est parce qu'on a commencé ce travail de reconnaissance. Et ça, j'ai peut-être juste un léger désaccord, peut-être plus sémantique qu'autre chose. Je trouve très pertinent les remarques sur le pardon comme un phénomène interpersonnel. Je pense néanmoins qu'il y a des exercices, alors c'est peut-être pas du pardon, mais il y a des étapes qui sont similaires entre le pardon interpersonnel et l'action des États en matière de mémoire. C'est-à-dire qu'on a dit que le pardon, il fallait d'abord reconnaître, confesser et changer ses actes. Bon, quand un État reconnaît que telle mésaction a été faite, je me dis qu'il y a quelque chose d'un peu similaire. Et puis la réparation, alors elle n'est pas comparable au fait de changer ses actes, c'est-à-dire que les personnes qui sont mortes dans la Shoah, on ne va pas les faire revenir. Mais le fait que l'État essaye d'agir en matière de mémoire, en matière de compensation, il me semble qu'il y a dans ce geste-là quelque chose de comparable. Et alors si c'est peut-être pas du pardon au niveau collectif, c'est peut-être une manifestation collective de cette volonté d'essayer pas de passer à autre chose, mais de vivre en sérénité, plus ou moins sérénité avec son passé. Juste une chose là-dessus. Moi, je pense que ce qui s'est passé avec la Shoah, de toute façon, est au-delà du pardon. Comment est-ce qu'on peut pardonner ? Ça n'a aucun sens, à mon avis. Donc il peut y avoir des personnes, des individus qui vont mais dire, voilà, on va pardonner maintenant. Non, c'est impossible. Ça ne veut pas dire qu'on va vivre dans la haine. Pas du tout, mais je pense que la notion de pardon, vraiment, est une notion qui, dans ce contexte, dans un contexte politique, dans un contexte historique, n'est pas possible. Ça ne peut être qu'un acte individuel. Alors, on va... Toute dernière question, Liliane. Je pense qu'on est très très en retard et qu'il faut vraiment libérer le café. On est obligé. Je suis navrée. Peut-être qu'en rangeant, on peut assaillir nos deux intervenants pendant qu'on range, mais je crois vraiment que par décence, il faut absolument... Voilà. Allez bien vous accorder encore un peu de temps. Allez, un peu. Mais 10 minutes. 10 minutes. Mais vous habitez loin ? Bah, oui. Pas tout près. Oui. Ah, je pensais que vous habitiez dans l'immeuble. Pas encore. Ça viendra. Je pense qu'on a commencé avec un peu de retard. Voilà. Et moi, je vous poserai à la fin le thème d'une dissertation de philosophie. Il y a aussi là-bas. Juste une toute petite remarque par rapport à ce que tu as dit sur le pardon de Joseph. Dans aucun texte, c'est pas moi qui le dis, c'est pour nous le met en exergue, dans aucun texte dans la Bible, on trouve que Joseph a pardonné. Il n'a jamais pardonné. La seule chose qu'il a dit, c'est que ce que vous avez fait peut être fait du mal, finalement, il est sorti quelque chose de bien. Et il n'y a jamais eu de pardon de sa part. C'est intéressant que finalement,